Donc, je pense qu'on peut se permettre de commencer. Il est quand même 11h02. On va quand même laisser d'autres gens rentrer malgré tout, mais pour pas prendre trop de retard, on va commencer le webinaire. D'abord, bienvenue à tous et à toutes pour l'activité de l'ISME sur les portraits de la santé mentale en enseignement supérieur. Aujourd'hui, ce webinaire-là porte principalement sur les étudiants et étudiantes en situation de handicap. Fait qu'on est très heureux à l'ISME là, de vous accueillir pour cette première activité d'une série de 4 webinaires qui portent sur des populations étudiantes. On a été surprise même du grand engouement que vous avez eu pour ce webinaire-là. On a eu beaucoup plus d'inscriptions que ce à quoi on s'attendait. On espère être à la hauteur des besoins que vous avez aujourd'hui en y participant. Je vais laisser ma collègue Annie, en fait, présenter un peu c'est quoi l'ISME, puis on pourra revenir sur les invités présents aujourd'hui et le déroulement du webinaire. Merci Florence. Donc bonjour à tous et à toutes. Je prends quelques minutes, là, ça va être vraiment court pour vous présenter ce qu'est l'ISME. Pour les personnes pour qui cet acronyme-là, ça serait du nouveau. Donc l'ISME, ça signifie Initiative sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Donc l'ISME est en place depuis novembre 2021 et ses principaux objectifs sont je vais lire le PowerPoint. Si tu veux juste avancer la diapo, Florent. Christiane, merci. Oui, voilà, merci beaucoup. Donc, de faciliter l'accès et la mise en commun des connaissances en matière de santé mentale étudiante et aussi de mobiliser la communauté de l'enseignement supérieur autour de ces enjeux-là. Pour ça, on a différents mandats dont le financement vient essentiellement là, du ministère de l'Enseignement supérieur et un petit financement aussi là, du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, des mandats qui sont pour plusieurs là, attachés au plan d'action en santé mentale étudiante. Donc, le premier est un site web qui sera mis en ligne en décembre 2023. Donc, toujours tout porte sur la santé mentale étudiante, là, vous l'aurez compris. Le regroupement des interuniversitaires, des intervenants en santé mentale étudiante, donc l'acronyme RISME que vous voyez au deuxième pivot, qui est un de nos mandats aussi. Donc, on anime une communauté de pratiques et d'intervenants en santé mentale dans les universités. Aussi, les journées de transfert que nous organisons qui seront au mois de mars 2024. Donc, on est en train de préparer tout ça. Une campagne de sensibilisation sur la santé mentale étudiante qui va être provinciale, là, qui va être mise en place prochainement. Et tout ce qui touche au mandat de Florence, là, qui est en promotion de la santé mentale, puis c'est inclus dans le webinaire d'aujourd'hui, dans les suivants. Donc, ça, c'est un autre des mandats de l'ISME. Donc, vous voyez, on joue sur plein de plans. Puis, je vous remercie d'être présent à la rencontre d'aujourd'hui, au webinaire d'aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Donc, webinaire débutera bientôt. Je passe la parole à Florence. Oui, donc si vous êtes inscrit, inscrite aujourd'hui, vous savez quand même un peu de quoi on va parler. Comme on le mentionnait, c'est le premier webinaire d'une série de plusieurs qui vraiment met l'accent sur des populations étudiantes bien précises. Donc aujourd'hui, vous avez les étudiants en situation de handicap. Notre but, c'est vraiment de sensibiliser les acteurs de l'enseignement supérieur face aux réalités vécues par cette population-là. Puis aussi pouvoir présenter des expériences ou des ressources intéressantes dans les établissements d'enseignement supérieur. Fait que pour ça, nous, on a vraiment pensé ces webinaires-là qui permettent d'avoir plusieurs angles de présentation. Donc, c'est-à-dire, on a avec nous un diplômé de l'UQAC, Pierre-Olivier Gagnon, qui va pouvoir nous parler en fait de son expérience durant ses études en enseignement supérieur, sa réalité vécue et aussi l'insertion dans la sphère professionnelle par la suite. On va avoir aussi Ève Simard, qui est orthopédagogue, et François Côté, qui est conseiller d'orientation à l'UQAC aussi, qui vont pouvoir nous parler, peut-être mettre un peu plus en lumière ce qui se fait à l'UQAC avec le programme Panache, qui est un programme en insertion socio-professionnelle. Et on a le volet recherche qui est couvert par Christiane Bergeron-Leclerc, qui est professeure agrégée à l'unité d'enseignement en travail social à l'UQAC. Donc, avec ces trois visions-là, on arrive à couvrir le plus large possible cette thématique-là en lien avec cette population étudiante-là. Donc, c'est notre objectif aujourd'hui. Avant que le webinaire commence, je peux prendre quelques minutes peut-être pour vous parler un peu plus des considérations techniques du webinaire. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez
passer par le clavardage, clavarder avec l'équipe de l'ISME, donc soit moi, Annie, il y a même Mégane des fois qui peut être en support, mais passez par moi et Annie d'abord, donc vous pouvez clavarder avec nous. Tout le long du webinaire, on laisse les micros fermés de notre côté. Vous pouvez ouvrir la caméra si vous le désirez. Je tiens juste à vous dire, quand on enregistre le webinaire, ce qu'on va voir pour la diffusion par la suite, c'est vraiment la personne qui est en train de présenter. Donc, on ne verra pas tous les participants. Fait que c'est vraiment, si vous êtes à l'aise avec tout ça pour la caméra, vous ne serez pas filmé tout le long de la présentation. Nous, ensuite, on rend la présentation disponible sur notre site web, sur notre page YouTube aussi. Donc, ça va être en rediffusion si jamais vous voulez la partager, la réécouter, peu importe. On va la publier par la suite. Je tiens aussi à vous dire que on prend les questions seulement à la toute fin. Par contre, si vous en avez au fil des présentations, vous ne voulez pas perdre vos questions vous voulez les prendre en note ou vous voulez pas les perdre, tout simplement, vous pouvez aussi passer par le chat. Annie et moi, on va s'occuper par la suite de pouvoir en reprendre quelques-unes qui ont été posées durant le webinaire. Puis la période de questions, on pourra aussi y aller à main levée à la toute fin. On dégage quand même une quinzaine de minutes pour ça. Et cette période-là de questions n'est pas enregistrée parce qu'on voulait que les gens se sentent bien à l'aise de parler sans nécessairement être filmés. Donc, je sais pas, il y a peut-être encore un petit 2 minutes. Sinon, moi, en fait, j'ai fait le tour pour les considérations techniques. N'hésitez pas, comme je vous dis, à clavarder avec nous. Puis, je passerai la parole à Pierre-Olivier qui pourra se présenter rapidement, puis nous parler en fait de sa réalité en enseignement supérieur. Pierre-Olivier, c'est à toi. Ouais. Donc, bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici pour l'ISME. Je suis Pierre-Olivier Gagnon. J'ai 28 ans. Je suis diplômé de la maîtrise en gestion. Je travaille actuellement pour Hydro-Québec. Comme vous pouvez le constater, je ne suis en rien un spécialiste de la santé mentale. C'est-à-dire, on m'a quand même invité aujourd'hui puisque j'ai eu un parcours plutôt atypique. Et ce qui aura été la trame de fond derrière tout ça, c'est le fait depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je vis avec une déficience de la vue, ce qui fait en sorte que j'ai environ 40%. J'ai de la difficulté à voir de loin, ce qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à voir. C'est impossible pour moi de lire au tableau. J'ai de la difficulté à avoir de proches, ce qui fait en sorte que je dois approcher mon téléphone proche de mon visage pour être en mesure de lire. Puis ça demande aussi beaucoup plus d'énergie pour être capable de fonctionner au quotidien. On pourrait se dire que ma situation est assez singulière. Cela dit, quand je préparais la présentation d'aujourd'hui, je constate qu'il y a quand même beaucoup de situations que j'ai vécues qui peuvent être vécues par un bon nombre de personnes de la communauté universitaire. C'est un peu ce que je veux mettre aujourd'hui en évidence avec vous. J'ai donc monté une petite présentation sur mon parcours, à savoir mon parcours collégial, mon parcours universitaire et mon parcours en emploi. Ça se veut donc une présentation en 3 temps, à savoir avant l'université, pendant l'université et après l'université. Dès la fin de mon secondaire, il y a une grande question qui est arrivée à moi, comme à la plupart des élèves, à savoir qu'est-ce que je fais suite à ma graduation. C'était une question qui était quand même importante, d'autant qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose d'important pour moi, c'est-à-dire que les gens présentaient beaucoup de scepticisme quant à mon avenir, à savoir est-ce que plus tard je réussirais à compléter mes études, puis est-ce que je réussirais à occuper un emploi en raison de mon handicap de la vue. D'emblée, j'avais déjà renoncé à la plupart des emplois qui étaient dits de terrain ou physique, puisque mon handicap m'empêchait probablement de les réaliser ou à tout le moins, ça aurait été très difficile. J'avais également tiré un trait aussi sur mon rêve d'enfant qui était de devenir architecte et de dessiner des maisons. Encore une fois, puisque ça impliquait de dessiner des plans, lire des plans, puis probablement me rendre en chantier, ce qui aurait été vraiment très compliqué. J'ai donc révisé à savoir c'était quoi mon parcours, puis je me suis quand même posé la question suite à je me suis posé la question quant à l'architecture, à savoir qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans. Puis une des choses que je trouvais intéressante dans l'architecture, c'est le fait que c'était de faire un arrimage de ressources en vue de mener un projet puis d'avoir un résultat concret. Puis ça, c'était quand même quelque chose qu'on trouvait aussi dans l'administration, quelque chose qui m'était plus accessible. Cela dit, ça impliquait d'aller au cégep, puis probablement à l'université. Je le répète encore une fois, les gens étaient vraiment pas sûrs à savoir si j'allais réussir à y arriver.
J'avais quand même une force en moi, dans la mesure où j'avais de la facilité à apprendre. J'avais de la facilité à l'école malgré ma situation. Je me souviens à ce moment-là, ma mère me disait, malgré tout, tu es tout de même chanceux, mon grand, puisque tu as toute l'intelligence nécessaire pour réaliser ce que tu veux faire dans la vie. Ma stratégie, à partir de ce moment-là, ça devenait de tout miser dans mes études. Puis j'ai fait ni une ni deux dans cet élan. Je me suis inscrit au Cégep, au préuniversitaire en sciences humaines, économie et gestion. Aujourd'hui, je suis à même de le dire, ça a été probablement la transition entre les écoles la plus difficile. Il y avait beaucoup de nouveautés, il y avait des nouveaux cours, des nouveaux enseignants, un nouveau fonctionnement. Bref, c'était des nouvelles règles de jeu. Puis, en plus d'avoir à travailler fort pour réussir mes cours, ben, je me devais aussi de développer des stratégies pour être en mesure de devenir meilleur et y arriver. Pour vous donner des exemples, ben, il fallait que j'améliore ma prise de notes pour capter le plus d'informations possible. Il fallait que je développe mon écoute pour en faire autant, puis aussi travailler ma mémoire pour essayer d'optimiser le temps que j'accordais dans chacune des activités. Somme toute, ça aurait été quelque chose de quand même assez difficile, mais je m'en suis bien tiré. Puis, avec le temps, ben, les choses se sont tout de même placées. À la fin de mon cégep, ben là, il arrivait une question, à savoir qu'est-ce que je ferais suite à ma graduation. Puis, encore une fois, ben là, je devais me demander à savoir est-ce que l'université, c'était trop pour moi. Puis, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait la rencontre de François Côté, puis que je lui ai parlé de mon projet ambitieux qui était de faire un baccalauréat avec une déficience de la vue. Je me suis donc lancé, puis je me suis inscrit au baccalauréat en administration des affaires. Une fois à l'université, ça a été une transition qui a été difficile, mais somme toute moins difficile que celle du cégep. D'emblée, ben, les cours étaient quand même difficiles dans la mesure où c'était les cours du tronc commun, puis il y avait beaucoup de choses pour lesquelles je n'étais pas nécessairement habilité. Je pense notamment à la comptabilité, un cours qui était assez difficile pour une personne qui a un handicap de la vue. Mais je l'ai fait. Je me souviens, puis quand j'écrivais la présentation, ben, je pensais au nombre de fois que je me suis présenté au bureau de FCIMAR, orthopédagogue, pour finalement aller la voir puis constater à quel point j'étais épuisé en sortant d'un examen. Je l'ai fait. Puis, à un moment donné, les choses se sont quand même placées. J'ai trouvé mon air d'aller, puis en ayant développé mes trucs, ben, j'ai fini par trouver ma place. Cela dit, il y avait quand même quelque chose, je ressentais un universitaire Je me permets de t'arrêter juste 2 secondes, Pierre-Olivier. On perd un petit peu à au niveau de l'aise la dans mon parcours connexion. universitaire, mon parcours en ancien, avec la qualité d'être l'emploi puis d'être de l'emploi que je peux avoir. Vous m'entendez mal? On Est-ce que t'a vous perdu un m'entendez bout. toujours? Ça semble être revenu. On t'a perdu un petit bout. Peut-être les 30 dernières secondes que tu as parlé. Ouais, donc je vais revenir sur ce que je disais. Oui, Euh, merci. je finissais par me sentir à ma place au baccalauréat, puis j'aimais ce que je faisais. Cela dit, je ressentais quand même un malaise dans la mesure où je trouvais que ma formation universitaire de bac avait la qualité d'être large, ce qui me permettait de voir quand même beaucoup de choses, d'essayer plusieurs affaires. Cela dit, ben, je trouvais aussi qu'elle avait le défaut d'être très large du même coup. Puis ça faisait en sorte que j'avais de la difficulté à concevoir c'était quoi l'emploi que j'aurais plus tard, puisque c'était pas pour essayer de mieux comprendre ce malaise-là, puis essayer de donner un sens à tout ça, puis de poser des actions engagées en vue de construire quelque chose pour la suite. Une des actions que j'ai posées jadis, c'était d'envisager de faire un stage. Malheureusement, le stage n'a pas eu lieu, mais l'amorce, ça aura toujours été, tout de même été quelque chose d'important. Puis avec le temps, ben, à même de faire des choix de cours qui me ressemblaient plus. Puis, déjà, je remarquais une différence. Puis je réussis. Ce qui faisait en sorte que je réussissais même des fois à me hisser parmi les meilleurs de classe, ce qui me rendait assez fier. À la fin de mon baccalauréat, ben, toujours la même question, à savoir qu'est-ce que je ferais suite à ma graduation. Cela dit, maintenant, la réflexion était différente dans la mesure où maintenant mon diplôme me permettait de travailler dans mon domaine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Quand j'ai fini le cégep, ben, mon diplôme ne me permettait
pas de travailler dans mon domaine. Donc, si je me rapporte à cette époque-là, je suis très transparent avec vous, je me sentais pas prêt à faire le saut vers le marché de l'emploi, puis je trouvais qu'il me manquait des connaissances. D'autant que ce que je rêvais de faire à ce moment-là, c'était de la gestion, puis probablement de travailler dans une grande organisation. Je me disais que la meilleure façon que j'aurais de le faire, ce serait probablement de continuer à la maîtrise. Cela dit, ben, c'était un grand défi. Sauf que cette fois, ben, j'avais rien à perdre. C'est-à-dire que si je réussissais à la maîtrise, ben, félicitations, j'ai réussi. Mais de l'autre côté, si j'échouais, c'est pas grave, je pouvais tout de même me lancer sur le marché de l'emploi. C'est donc dans cet esprit-là que je me suis inscrit à la maîtrise en gestion d'organisation. Et à cet endroit, je me suis tout de suite senti à ma place. Euh, je travaillais encore vraiment très fort, j'étais passionné, j'aimais ce que je faisais. Puis, mais là, j'avais vraiment d'excellents résultats. J'étais validé par mes collègues de classe, puis même par mes enseignants. Ça me donnait vraiment beaucoup de fierté. Puis pour vous donner un ordre de grandeur, ben, j'avais une cote de 4,19 sur 4,30 avant la pandémie. Puis, ça m'a quand même permis de gagner des bourses d'excellence et de persévérance académique. J'étais vraiment très fier, puis j'étais obligé d'admettre que ça a tout de même teinté ma perception sur la transition en emploi. Je me disais, si tout se passe bien à la maîtrise, ben fort à parier que ça va bien se passer aussi sur le marché de l'emploi, que ma transition va être facile, puis je risque d'avoir de la facilité à me trouver un bon emploi dans une grande organisation. J'ai terminé ma maîtrise en faisant un projet d'intervention auprès des services aux étudiants. Donc, encore une fois, je travaillais avec Ève et François, ainsi qu'avec le reste de l'équipe. Sauf que là, maintenant, c'était plus à titre d'étudiants qui recevaient des services, mais c'était vraiment à titre d'étudiants qui étudiaient les services aux étudiants. C'est comme ça que je vais avoir terminé ma maîtrise. Là, vous en doutez, la conception que j'avais de ma transition en emploi, ça s'est pas exactement passé comme je le pensais à la maîtrise. Ça va avoir pris quand même 8 mois avant que je trouve mon premier emploi. Puis, il y a quelques constats aujourd'hui que je peux faire quant à ma transition en emploi. D'abord, c'est un processus qui est assez solitaire dans la mesure où ben, on est tout seul à faire de la recherche d'emploi. On a rarement beaucoup d'amis qui font de la recherche en même temps que nous. Puis, c'est notre candidature, notre entrevue, notre CV. Donc, on est vraiment ramené à nous-mêmes. De plus, je dirais, ça peut être assez long. Parce qu'on sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on finit. Donc, c'est un processus en vague avec des bas, des périodes, puis qu'on se demande à savoir qu'est-ce qui va arriver pour la suite. C'est une étape qui est assez difficile, puis à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se relève les manches, puis on renvoie des CV, on travaille fort, on revoit nos entrevues, puis on essaie de repartir la machine. Je le disais, ça a pris 8 mois avant que je trouve mon premier emploi, puis ça a été dans un milieu pour lequel je pensais pas nécessairement que c'est là que je commencerais à travailler. J'ai commencé dans le milieu communautaire au groupement des organismes de personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où je faisais de la représentation de la défense des droits des personnes handicapées. J'étais amené à travailler avec plusieurs acteurs, à savoir la Ville de Saguenay, le gouvernement du Québec, l'OPHQ, avec toutes sortes de comités, puis à faire de la représentation. C'est un emploi qui était quand même intéressant dans la mesure où ça me permettait de rencontrer beaucoup de gens, poursuivre mes apprentissages, puis ouais, valider ce que j'avais appris à l'université. Mon premier emploi pour avoir conduit à mon second, puisque mon organisme communautaire fermait pour la saison estivale, ben, je parlais avec Ève et François, puis je leur mentionnais que je n'étais pas intéressé nécessairement à faire du chômage. Je m'intéressais dans mon premier emploi, dans l'emploi des personnes en situation de handicap, puis ils m'ont dit, ah, ben, ça tombe bien, il y a un projet qui s'en vient par rapport à ça, puis tu pourrais participer avec nous. Donc, pendant la saison estivale, ben, je travaillais avec les services aux étudiants, puis là, on développait le programme en l'insertion socio-professionnelle des étudiants en situation de handicap, ce qu'on appelle aujourd'hui PANACH. Donc, pendant tout l'été, je travaillais avec les services aux étudiants. J'étais désormais un collègue. Si je devais mettre un mot, en fait, sur cette période-là, ben, je dirais probablement que c'est l'humain. Pour la qualité des échanges que j'avais, puis ça me permettait aussi de travailler quelque chose que j'avais trouvé difficile, de pouvoir changer les choses, qui était très valorisant pour moi. Puis enfin, ben, puisque je faisais quand même de l'étude documentaire, je lisais beaucoup sur le sujet, j'étais à même de constater que je n'étais pas le seul là-dedans. Donc, une forme d'acceptation de ma situation. À la fin de l'été, ben, mon contrat a pris fin, puis je suis retourné dans le milieu communautaire pour poursuivre mon emploi. Il y a à peu près 1 an, jour pour jour, ben, mon emploi prenait fin en raison d'une restructuration. Je retombais donc à la case du chercheur d'emploi, une situation que j'aime pas vraiment,
Mais à ce moment-là, c'était quand même différent pour plusieurs raisons. Je suis demeuré très actif. Puis je continuais de garder des contacts avec les gens, que ce soit à l'UQAC ou autre. Pour vous donner des exemples d'actions que j'ai menées, ben, tu sais, je m'impliquais avec la formation continue de l'UQAC. J'ai débuté mon processus d'embauche pour Hydro-Québec, ce qui était quand même un processus de longue haleine. Et moi-même, j'ai été un participant du programme Panache. Cette fois, je n'étais plus un développeur, mais j'étais littéralement un participant, dans la mesure où moi-même, j'étais un jeune diplômé. Cela dit, j'étais un chercheur d'emploi. Puis, à ce moment-là, ce que je dirais, c'est vraiment de cette période-là, c'est la connaissance de soi. Euh, Ça me permettait, tu sais, il fallait quand même que je prépare mes entrevues, que je sois capable de me mettre en valeur, puis que je me questionne à savoir qu'est-ce que je disais de ce que je disais pas, comment je divulguais mon handicap, comment je pouvais faire pour y arriver. Donc, vraiment, une très bonne réflexion, puis le programme Panache me le permettait. Euh, En guise de conclusion, c'est quand même fou de constater toutes les choses qui peuvent se passer en quelques années. Puis honnêtement, des fois, je regarde ça et je me dis, c'est fou à quel point les choses sont liées, puis je pensais pas que ça aboutirait de cette façon-là. Euh, Aujourd'hui, est-ce que je me demande toujours à savoir si je suis à la hauteur? Ça m'arrive encore. Mais aujourd'hui, c'est moi qui fais passer des entrevues pour des personnes qui veulent travailler chez Hydro-Québec, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était moi qui étais de l'autre côté de la Terre, ce que je trouve plutôt paradoxal. Euh, Puis on pourrait penser que tout est gagné pour moi maintenant. Cela dit, ben, j'ai encore des défis dans la mesure où ben, il va falloir faut toujours que je fasse mes preuves au quotidien. Puis en plus de ça, ben, éventuellement, il va falloir que je postule sur un poste pour devenir permanent chez Hydro-Québec. Donc, il y a toujours des défis. Euh, Quand je rencontre des difficultés, ben, il m'arrive parfois de m'asseoir puis de songer à tout le parcours que j'ai eu, les épreuves que j'ai surmontées. Puis à ce moment-là, je suis obligé de dire que ça me donne quand même pas mal de confiance. Puis, je me sens assez fier de moi. Je me dis que si j'ai passé à travers tout ça, mais fort à parier que je vais être capable de passer à travers mes nouveaux défis. Je terminerai en vous mentionnant deux choses, à savoir, tout d'abord, ben, les belles histoires à la fin heureuse existent, mais encore faut-il y croire pour qu'elles se réalisent. Puis la dernière des choses que je vous dirais, c'est aujourd'hui, je ne rêve plus de dessiner des maisons, mais j'envisage plutôt d'acheter la mienne. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, pour ce partage qui est très transparent, très riche aussi. On te le souhaite pour ton projet, vraiment. Ça va nous permettre, en fait, de laisser la parole à Ève et François. Je pense qu'ils ont contribué beaucoup au parcours, justement, de Pierre-Olivier. Fait que si vous pouvez nous dire un mot du côté un petit peu plus le volet établissement, qu'est-ce qui se passe avec cette population étudiante-là et le programme Panache en tant que tel. Fait que je laisserai la parole à Ève et ou François. Merci beaucoup. Oui, alors c'est moi qui va commencer. Merci Pierre-Olivier, ça me touche tout le temps de t'entendre parler. Je m'appelle Eve Simard, je travaille à l'UQAC depuis 2015 comme conseillère aux étudiants en situation de handicap et puis je suis orthopédagogue aussi de formation. Je suis ici avec mon collègue François pour vous présenter le programme d'intervention de groupe de Panache. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais revenir un petit peu en arrière pour vous parler de l'histoire derrière l'initiative de Panache parce que c'est là que ça prend son temps, c'est là que c'est né. Il y a maintenant 2 ans, je dis oui, 2 ans, j'ai eu une rencontre avec un étudiant, une rencontre qui a été déterminante. À ce moment-là, l'étudiant avait pris rendez-vous avec moi pour planifier la dernière année de ses études. Alors que moi, j'étais dans la joie de le voir terminer, les émotions qui viennent naturellement avec ces grands moments qui s'en venaient pour lui. Ce que je constatais, c'était que lui était vraiment pas du tout dans la même émotion. On était plutôt à l'opposé, là. Je sentais de l'anxiété, je voyais qu'il y avait énormément d'appréhension. La façon dont il s'y prenait pour planifier ses prochains mois était quand même assez ardue. Puis, j'étais comme témoin finalement de sa détresse par rapport à quelque chose qui devait pour moi être très, très, très heureux, très joyeux. Fait que ça m'a frappé de plein fois, puis ça a comme été la bougie d'allumage finalement pour que initie la volonté d'agir à ce niveau-là. La collaboration avec François a été facile, là, on travaille ensemble depuis longtemps, mais outre ça, il est compétent aussi, puis de par ses fonctions, ça venait naturellement. Donc, on s'est attablé, puis on a écrit les grandes lignes d'un projet qu'on a ensuite déposé dans le cadre de la mesure 19 du ministère
de l'enseignement supérieur pour lequel on a eu un financement sur 3 ans. L'objectif, c'était clair. Ce qu'on voulait, c'était comme intervenir de façon concrète dans la transition vers l'emploi des finissants de l'UQAC qui étaient en situation de handicap pour favoriser l'insertion socio-professionnelle qui était à la hauteur de leurs aspirations, à la hauteur de leur potentiel, de leurs compétences. Dans notre plan d'action, on avait 2 grandes orientations. Donc, la première qui est celle qu'on vient vous présenter un petit peu. Donc, c'était intervenir directement auprès des étudiants en groupe pour les soutenir dans le développement des compétences d'employabilité. Puis, parce que c'est une responsabilité partagée, dans la deuxième orientation, on souhaitait aussi aller plus du côté des employeurs, faire de la sensibilisation pour essayer de réduire à la source les obstacles qui étaient constatés puis qui étaient vécus par les étudiants à ce moment-là. Donc, on s'est mis au travail, on s'est mis à imaginer finalement à quoi ça pouvait ressembler. Puis, tu sais, on n'a pas inventé de grands concepts. Il y a énormément de choses qui se fait déjà, mais quand même, il fallait rassembler tout ça. Puis, on est parti quand même avec pas grand-chose de réfléchi, mais au départ, on avait quand même 3 éléments qu'on souhaitait, qui étaient des incontournables pour nous, là, des éléments qui étaient au cœur de notre pratique professionnelle, qui étaient qu'on partageait aussi comme intervenants, François et moi. D'abord, on souhaitait, excusez-moi, je vais pas me suivre, là. Dans le fond, on souhaitait, la première chose qu'on voulait mettre en place, c'était valoriser, mettre en lumière le caractère exceptionnel des étudiants que moi, je côtoyais au quotidien. On voulait mettre en valeur le caractère unique. On a tendance à voir en premier la différence, alors que ce qu'on voulait, c'était voir en premier les compétences, les aptitudes qu'ils ont développées pour surmonter les difficultés, les obstacles. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était super important pour nous. La deuxième chose qu'on voulait dans le programme d'intervention, c'était que les étudiants, on voulait pas qu'ils se sentent infantilisés dans la démarche. On voulait pas qu'ils se sentent pris en charge. Tu sais, on voulait les accompagner, les soutenir, mais on voulait qu'ils soient fiers d'avoir décroché leur premier emploi. On voulait pas qu'ils sentent, tu sais, qu'il y ait toujours le petit doute derrière. Si Ève avait pas été là, peut-être que je l'aurais pas eu l'emploi. Tu sais, on voulait vraiment qu'ils soient qui se sentent responsables d'avoir décroché cet emploi-là. Fait qu'on voulait les outiller, les informer, les soutenir dans leur mise en action, dans la prise de risque, en respectant leur rythme aussi. Finalement, on voulait créer un espace qui était bienveillant, un espace sécurisant où on allait pouvoir tous être qui on était pour vrai, sans faux semblant, là, même, tu sais, comme nous aussi comme intervenants, avec nos forces, nos vulnérabilités. Mais bref, on voulait que ça soit vrai. Fait que là, ça mène à Panache. Peut-être que vous commencez un petit peu à voir pourquoi on a appelé ça Panache. On a eu de l'aide aussi pour réfléchir à comment ça allait s'appeler, mais au sens figuré, Panache, ça évoque à la fois la diversité, l'unicité, puis ça ajoute une connotation inclusive à une image qui incarne déjà l'honneur, la fierté, la dignité. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça Panache. Fait que je cède la parole à François qui poursuit. Merci Ève, ça met très bien la table. Donc François, moi je suis conseiller d'orientation à l'UQAC depuis déjà quelques années. Depuis une quinzaine d'années, j'accompagne les étudiants et étudiantes dans leur cheminement, questionnement, réflexion, remise en question aussi, de l'accès aux études, aller jusqu'à l'insertion. Ce qui me touche particulièrement, puis ce qui me motive encore tout autant par mon travail, c'est clairement tu parlais de vérité tantôt, mais c'est ce contact-là privilégié qu'on peut avoir avec un étudiant, une étudiante. C'est quand il arrive dans le bureau, mais qui arrive avec un motif de consultation, mais c'est derrière ce motif-là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'y retrouve aussi, puis prendre le temps d'en discuter, puis qu'ils puissent partager ce motif-là, mais surtout le vécu derrière. Puis, c'est de voir à quel point des réflexions en lien avec le développement vocationnel, ça peut entraîner un déséquilibre, c'est à géométrie variable, là, temporairement, donc un impact clair au niveau de la santé mentale. De voir aussi à quel point l'inverse, une vulnérabilité temporaire ou plus ou moins permanente aussi en lien avec la santé mentale, ça peut venir nous amener à voir autrement notre projet d'étude puis que ça a un impact. Moi, c'est clairement ce qui est important, c'est que c'est à ce niveau-là qu'on adapte nos interventions
puis qu'on propose des interventions adaptées à la réalité de chaque personne qui vient nous rencontrer, puis qu'on réajuste aussi en cours de route. Puis c'est dans cette optique-là qu'on a beaucoup réfléchi Panache aussi. Donc, Eve parlait d'un espace sécurisant où ce qu'on pouvait se permettre d'être libre, de nommer réellement comment est-ce qu'on anticipe cette transition-là vers le marché du travail. Ça se voulait un espace comme ça. Donc, en quoi ça consiste concrètement? Donc, Eve en parlait tout à l'heure, là, mais moi, je vais m'attarder davantage au volet intervention de groupe du programme d'intervention Panache. Je vais en parler brièvement, mais en gros, en quoi ça consistait. Puis, tu sais, on n'a rien réinventé non plus, mais c'est qu'on rendait disponible, c'est qu'on donnait accès à des finissants, donc qui se destinaient à une insertion sur le marché du travail, à un endroit où ils pouvaient venir parler du thème de l'insertion socio-professionnelle et qui pouvaient venir bonifier leur coffre à outils pour vivre cette transition-là. Donc, pendant le dernier trimestre avant de quitter les bancs d'école, on voulait leur donner accès à cet endroit-là. Donc, à partir de la fin janvier, aller jusqu'au début avril, il y avait une série de 9 ateliers où on invitait les gens à venir participer. On a vécu une première cohorte à l'hiver 2023. Il y a eu 10 participants, dont 8 participants et 2 participantes. Donc, déjà là, le thème était quand même intéressant. Donc, en fonction de la proportion d'étudiants, d'étudiantes, là, la répartition aussi, là, d'aller chercher quand même les hommes dans ce type d'intervention-là, on trouvait ça quand même pertinent. Les types de programmes aussi qui étaient représentés, c'était beaucoup des programmes qui ne permettaient pas nécessairement l'accès à des stages pendant leur parcours. Donc, ça leur donnait une façon de venir consolider certains acquis aussi à l'intérieur de cette démarche-là. Donc, la démarche, oui, il y a 9 ateliers. Les 9 ateliers s'imbriquaient les uns dans les autres aussi. Puis on abordait des thèmes qui étaient importants pour eux à ce moment-là. Tu sais, les premières rencontres, ben ça se voulait un endroit où on passait quelques semaines ensemble. Donc de définir le cadre de nos rencontres, comment est-ce qu'on voulait les aborder ensemble aussi. Moi, j'ai quand même animé pendant quelques années les ateliers Corsa aussi, donc on s'en est quand même inspiré là, avec la précieuse collaboration de Discripa qui ont été ouverts à nous partager quelques éléments en lien avec leur approche aussi. Mais donc, puis on voulait pas non plus faire semblant que ça se vivait facilement, une transition vers le marché du travail. C'est Pierre-Olivier l'a vraiment bien exprimé tantôt. Il faut quand même arriver à le nommer, les principaux enjeux, comment qu'on voit ça, cette transition-là, comme c'est quoi les principales appréhensions qu'on peut avoir aussi face à ce qui nous attend. Donc, les premières rencontres, ça s'inscrivait beaucoup dans cet esprit-là, de prendre le temps d'ensemble en discuter. Puis Pierre-Olivier en a parlé aussi, c'est beaucoup une démarche dans laquelle on est habituellement très seul. Donc, on croyait d'emblée, d'entrée de jeu, on voulait beaucoup miser sur l'intervention de groupe pour qu'il se passe une synergie. Puis notre posture, ben, c'était clairement plus comme un facilitateur là-dedans, puis leur donner confiance en leur propre capacité. Donc, de mettre les conditions gagnantes pour que eux-mêmes puissent prendre le pouvoir sur la suite des actions. Mais d'abord et avant tout, il faut quand même voir les principaux enjeux parce que c'est eux qui deviennent les leviers d'intervention, puis c'est eux qui définissent la suite des autres interventions. C'est dans les principaux éléments qui ont été abordés dans les premières rencontres. Ben, c'est sûr que le sentiment d'efficacité, le sentiment de compétence, on a des formations universitaires qui sont très théoriques, on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter au niveau professionnel. Est-ce que je vais être en mesure de relever ce défi-là? J'ai une situation particulière. Est-ce que, si comparé aux autres personnes qui appliquent, est-ce que j'ai les compétences qui vont être à la hauteur pour pouvoir me démarquer dans mon prochain milieu de travail? Est-ce que je vais trouver un travail qui me ressemble? Puis après toutes mes années d'études, c'est quoi mes priorités en ce moment aussi, faire le point. C'est Pierre-Olivier en a parlé, mais d'abord, ça s'inscrivait beaucoup dans un exercice. Le premier atelier, on travaillait beaucoup la connaissance de soi, donc à différents niveaux, en termes de sentiment de compétence, en termes de valeur, donc de ce qui compte beaucoup, de ce qui est plus important pour nous, de sentiment de compétence, mais aussi de compétences qu'on a été amené à développer à travers tout notre parcours. Souvent, c'est pas si clair que ça. Donc, c'est souvent des enjeux qui revenaient. On a parlé de divulgation tout à l'heure aussi, de l'importance ou non de divulguer, comment je le fais. On se pratique pas à faire ça non plus quand on a une situation particulière. Donc, c'est un endroit qui se voulait un lieu sécuritaire pour
plus pratiquer, finalement. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pendant les 9 rencontres, puis on a cheminé là-dedans. Donc, puis sans prétention, c'est certain que c'est pas une mesure valide là, nécessairement. Tu sais, on est allé euh, questionner, tu sais, au début et à la fin des ateliers. Bon, ben avec quoi, comment tu arrives dans les ateliers, mais comment tu pars aussi, de quelle façon tu quittes. Puis c'est certain il y a des éléments qui ont sorti quand même plus fort au début. Bon, ben des doutes de se trouver. Tu sais, il y avait beaucoup d'appréhension, le niveau de confiance par rapport à leur capacité de se trouver un emploi digne, à la hauteur de leurs compétences, beaucoup le flou, l'inconnu. Mais après les ateliers, il y a quand même globalement un niveau de confiance qui était clairement plus affirmé. Euh, on n'avait rien enlevé par rapport aux principaux enjeux, mais on nommait, les participants nommaient aussi que il y avait plus confiance, puis ils étaient plus en mesure de vivre avec l'inconfort beaucoup aussi que ça provoquait, puis de quand même aller en direction de ce qui comptait pour eux. Il y a quand même eu des très beaux constats là, qui ont sorti. Donc, en gros, c'est les ateliers, ça consistait pas mal à ça. Là. J'ai essayé de faire le tour vite, mais ça a été très, très enrichissant puis très riche là, comme expérience. Donc, ça ferait pas mal de tours de mon côté pour l'instant. Merci beaucoup, Ève et François. Nous avons parlé un peu plus concrètement comment ça a été vécu, ce programme-là. Je peux peut-être laisser la parole à Christiane Bergeron-Leclerc pour réagir pour tout ça et nous parler un peu du côté de la recherche. Merci. Merci, Florence. En fait, mes premiers mots vont aller à mes collègues Pierre-Olivier. En fait, je suis profondément, je dirais, émue puis admirative de ton parcours. Je le savais ce que tu allais dire aujourd'hui, mais de t'entendre, en fait, ça me touche profondément, puis j'ai envie de dire quelle force. Mon deuxième mot va aller à mes collègues Ève et François. En fait, vous êtes pour moi des professionnels dévoués puis innovants. Puis je pense sincèrement que les étudiants sont chanceux, en fait, de vous croiser sur votre route. Donc, c'est donc avec, je dirais, beaucoup d'humilité, en fait, que j'entame la troisième et dernière partie du webinaire. En fait, je suis travailleuse sociale de formation, je suis professeure en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis 18 ans. Et ce qui fait que j'ai commencé à m'intéresser aux étudiants en situation de handicap puis à leur santé mentale là, de manière un petit peu plus pointue puis évidente dans les dernières années. C'est vraiment mon travail comme enseignante, en fait, et mon désir de mieux comprendre et de mieux accompagner dans le cadre de mes fonctions universitaires ces étudiants-là. Et ma conviction profonde qu'en misant sur leurs forces, on allait peut-être arriver à quelque chose pour favoriser là, leur mieux-être au sein de nos institutions. C'était pas comme ça que je l'avais prévu dans mes diapos quand j'ai prévu le webinaire d'aujourd'hui, mais en fait, la première chose que j'ai envie de dire, en fait, c'est que quand on s'intéresse à la santé mentale puis à l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, donc que ce soit dans le contexte de l'enseignement supérieur ou encore dans le contexte de la vie professionnelle, on dirait qu'il faut avoir une perspective systémique, en fait, de la situation, donc qui prend en compte évidemment les défis et les forces des personnes concernées, mais aussi les défis et les forces en fait des environnements d'accueil en fait des étudiants en fait, que ce soit les milieux collégiaux, les milieux universitaires ou encore les milieux professionnels. Et il y a une approche qui a été nommée par Ève et François là, dans la présentation de Panache, en fait, que j'affectionne particulièrement, qui est l'approche centrée sur les forces, et au sein de laquelle il y a un concept que je trouve particulièrement intéressant et qui fait écho aux deux présentations qu'on a entendues là, dans le cadre de ce webinaire-ci. C'est le concept, en fait, de la niche parfaite ou de la niche habilitante, en fait. Puis la niche parfaite, c'est un espace physique ou un espace relationnel qui est favorable à l'épanouissement des personnes concernées, ou dit autrement, qui est favorable à la santé mentale ou à une meilleure inclusion des personnes concernées. Puis ça m'amène à faire le lien avec le parcours de Pierre-Olivier, en fait, puis de ce qui a été dit là, dans ses propos, en fait. Il y en a peut-être plus que ça, mais je tiens à mettre en évidence, disons, 3 niches parfaites dans le cadre de son parcours, en fait.
ou encore cette idée qu'à ces moments-là dans sa vie, il était sur son X, comme on aime bien le dire, en fait. C'est une autre façon là, de vulgariser le concept de niche. Mais évidemment, le contexte des études de maîtrise en gestion. Donc, il dit, j'étais bien dans mes études de bac, mais à la maîtrise, il me semble que j'étais davantage sur mon X. Il y a un autre espace qui est l'espace relationnel avec Ève et François, donc dans le cadre des études, dans le cadre de l'emploi en lien avec Panache aussi, qui pour moi est un espace favorable, qui est un espace habilitant en fait, puis qui peut contribuer à une bonne santé mentale. Et j'ajouterais en dernier lieu l'emploi chez Hydro-Québec, en fait, qui semble être porteur et évidemment, on lui souhaite une bonne suite et l'achat de la maison aussi. Être dans la niche parfaite ou être sur son X, ça veut pas dire que la vie est dépourvue d'obstacles, que la vie est dépourvue de défis. Puis dans le temps qui est alloué, dans le fond, je ferai pas l'inventaire de tous les défis qui peuvent être rencontrés par les étudiants en situation de handicap dans le cadre des études ou dans le cadre de leur transition professionnelle. Mais il y a quand même un défi, je dirais, commun, en fait, au monde des études et au monde de l'emploi que je tiens à mettre en évidence, en fait, puis c'est le défi du dévoilement de sa condition, en fait. Est-ce qu'on dévoile ou pas? Puis j'aurais envie de dire, bon, malgré les lois qui favorisent l'accessibilité des étudiants en enseignement supérieur, malgré les obligations légales aussi qui sont présentes sur le marché de l'emploi par rapport à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, ça demeure un enjeu, en fait, auquel sont exposées les personnes concernées. Puis avec la question, dans le fond, est-ce que je fais suffisamment confiance au système? Est-ce que je fais suffisamment confiance aux personnes qui sont devant moi pour oser, en fait, dévoiler ma condition? Une autre façon de poser le défi ou la question, c'est est-ce qu'il y a plus d'avantages ou d'inconvénients à dévoiler ou pas? En enseignement supérieur, puis dû aux progrès là, qui ont été faits dans le système scolaire depuis plusieurs années, peut-être, en fait, ça demeure un défi de se dévoiler. Mais si on se dévoile, on sait qu'on va avoir accès à des accommodements puis à des accompagnements qui sont, comment dire, des obligations légales des institutions d'enseignement supérieur. Ça n'empêche pas, comment dire, la crainte de la stigmatisation ou la crainte d'être exclu si on se dévoile, mais disons, il y a un système qui est peut-être plus sécuritaire que sur le marché de l'emploi. Si on dévoile sa condition à un employeur potentiel au moment du recrutement, ben, ce qu'on risque, c'est de ne pas être appelé à l'entrevue ou de ne pas être embauché, en fait, en raison des préjugés qui peuvent être plus ou moins grands en lien avec certaines conditions ou pas. Puis ça peut amener aussi éventuellement, une fois sur le marché du travail, à des pertes d'emploi ou à des privations d'obtention de postes supérieurs. Donc, les défis ou les enjeux sont peut-être un petit peu plus grands ou plus importants là, sur le marché professionnel. Donc, tout ça pour dire qu'il y a encore du travail à faire en termes d'acceptabilité puis d'inclusion des situations, de façon évidemment à contribuer au mieux-être des personnes. Être dans la niche parfaite, ça veut pas dire non plus que on n'est pas vulnérable à certains moments de notre vie, du point de vue de notre mieux-être, du point de vue de notre santé mentale, en fait. Et ici, je fais écho à une étude qu'on a menée là en contexte de pandémie. En fait, on a vu que, disons, le groupe là, des personnes, des étudiants en situation de handicap était peut-être plus vulnérables ou plus enclins à vivre là, de la détresse psychologique que leurs pairs sans handicap. Puis ça s'est manifesté de plusieurs façons, en fait. Déjà, à peu près un peu plus de la moitié des étudiants en situation de handicap avouaient avoir une santé mentale détériorée pendant les 2 ans de notre étude. Un quart ont exprimé avoir eu des idées suicidaires à des fréquences, avec des intensités différentes. Puis à peu près 40% des étudiants avaient déclaré, dans le fond, des manifestations dépressives ou des manifestations anxieuses importantes. Je reviens ici au concept de niche parfaite ou de niche habilitante. Évidemment, tu sais, quand on s'intéresse à la santé mentale en enseignement supérieur,
on voit que la santé mentale de toutes les personnes est susceptible d'être fragilisée, mais ici, on voit qu'il y avait peut-être une fragilisation ou une vulnérabilité plus grande chez les étudiants en situation de handicap. On peut y mettre l'hypothèse, en fait, que le passage, en fait, de l'enseignement en présence à l'enseignement en ligne, dans le fond, puis à l'enseignement en ligne d'urgence, en fait, je tiens à le préciser, a eu des impacts, tout ça combiné là, aux autres paramètres socio-sanitaires qui sont peut-être pour quelque chose. Donc, les modalités d'enseignement en ligne d'urgence, comme on l'a vécu en contexte de la pandémie, ce sont des modalités qui le disent, elles sont mises en place rapidement pour faire face à une situation exceptionnelle on n'a peut-être pas eu le temps de penser à la pédagogie inclusive, je dirais, dans tout ça. Donc, il y a peut-être un lien avec la détresse ressentie ou le mal-être en tant que tel, mais évidemment, ici, on est dans les hypothèses. Malgré les défis, les enjeux de santé mentale rencontrés, je suis convaincue, comme d'autres chercheurs qui sont cités à l'écran, que les étudiants en situation de handicap ont des forces. On s'est longtemps, puis je dirais avec raison, intéressé aux difficultés et aux défis rencontrés par les étudiants en situation de handicap en contexte scolaire et en contexte de transition professionnelle. Je pense que c'est important de continuer à le faire, en fait. Mais de s'intéresser aux forces, en fait, pour moi, c'est une avenue qui est intéressante. Et vous voyez à l'écran, je vais pas les lire, disons, 3 études, en fait, qui ont cherché à documenter les forces, donc en contexte scolaire régulier, contexte scolaire pandémique et en contexte professionnel. Je vous laisse prendre connaissance là, des forces, mais il y a des forces, en fait, qui ont été, je dirais, mentionnées par Pierre-Olivier et mes collègues. Tu sais, je pense à la question, de la combativité, du courage, de la détermination, en fait, qui pour moi, là, me paraissent évidentes dans les discours qu'on a entendus aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus dans le contexte du webinaire, mais en fait, cette dernière diapo est un peu un appel à mobiliser les forces, en fait. Donc, oui, considérer les défis, les difficultés, mais ne pas oublier, en fait, que les personnes, les étudiants en situation de handicap ne se limitent pas à leur handicap, mais qu'à côté du handicap ou avec le handicap, il y a également des forces qui subsistent. Donc, il y a l'idée de les mobiliser, de chercher à les développer. Puis c'est un peu ce qu'on fait avec, ça m'exclut, là, avec Panache, en fait. Donc, ce que les intervenants font dans ce modèle-là. Puis aussi un appel, puis je suis heureuse de voir qu'avec Panache, on travaille aussi avec les employeurs potentiels, c'est-à-dire travailler avec les environnements de façon à créer des environnements un peu plus favorables. Et le dernier mot, fait écho aux paroles que Pierre-Olivier a dit. Souvent, dans ce que tu as évoqué, tu dis les gens n'étaient pas sûrs, en fait. Puis je me dis, ça arrive des fois comme intervenant ou comme professionnel ou comme employeur potentiel qu'on n'est pas sûr ou qu'on a peut-être perdu espoir envers une personne accompagnée. Ben, l'idée de passer le relais à quelqu'un d'autre qui y croit un petit peu plus, ben, ça aussi, c'est favorable à la santé mentale. Merci. Merci beaucoup, Christiane. Ça fait une belle boucle. Vos discussions sont en fait toutes en cohérence, même si on n'a pas fait la présentation. C'est la première fois qu'on fait la présentation. Il y a une ligne vraiment cohérente entre les différents discours. Je vois là qu'il reste quelques minutes qu'on peut peut-être prendre des questions ou des échanges. Fait que ça peut être autant des questions que des commentaires. Fait que je laisserai la parole s'il y en a qui veulent procéder par main levée ou dans le chat tout simplement.